Bien. Mesdames, Messieurs, donc merci pour votre présence. Nous allons démarrer cette réunion qu'on a annoncée lors du dernier conseil municipal, qui est retransmise en direct sur les réseaux sociaux de la commune, car c'est pour nous une question importante et une analyse intéressante des dynamiques commerciales dans la ville de Villefranche-sur-Mer. Nous avons confié cette mission à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a enquêté assez longuement sur le territoire de la commune, à tel point que Madame, qui va nous faire la présentation, connaît désormais bien les rues de Villefranche-sur-Mer, l'Octroi, la place de la Paix, la Vieille Ville. Et donc, il nous a semblé intéressant de faire cette restitution en public avec le conseil municipal et tous les Villefranchois, dont on sait bien qu'ils se connectent au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une analyse qui nous semble importante pour la commune. Le petit commerce souffre dans beaucoup de communes et donc Villefranche n'est pas une exception à la règle. Nous avons déjà pris des mesures sur les logements. Après une analyse et un diagnostic du logement, nous avons réglementé le Airbnb afin de remettre des logements à la vente et à la location longue durée. Le petit commerce, c'est quelque chose qui fait vivre la ville également. Et nous avons donc décidé de mener cette étude. En parallèle, nous avons déjà pris des mesures puisque la commune a acquis les anciens locaux de la Banque Populaire à l'Octroi. La commune a également acquis les locaux de l'ancienne pharmacie à l'Octroi et la commune fera prochainement une proposition pour acquérir les locaux de la Caisse d'épargne. Et donc cette politique d'acquisition, plutôt que d'aliénation, elle s'accompagne d'une analyse du petit commerce. Et donc nous allons avec plaisir laisser la parole à la CCI pour une restitution qui va durer 45 minutes, je pense, à peu près. Et ensuite, nous pourrons poser des questions et discuter tous ensemble. Voilà. Chère madame, si vous voulez bien vous présenter à nous, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre travail, en tout cas qui est remarquable, puisque j'ai déjà eu l'occasion de discuter dans le bureau. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout le monde m'entend ? Ok, super. Alors, cette étude a été commandée, juste pour quelques éléments de contexte, donc à l'automne dernier, à peu près entre septembre et octobre, et réalisée entre octobre et décembre, donc restituée en décembre dernier. L'objectif de cette étude et des études des dynamiques commerciales en général, c'est de mettre face à face l'offre, la demande, la trame urbaine, d'en déduire comment fonctionne le commerce, un maximum de dynamiques telles qu'on peut les comprendre actuellement, et d'en déduire tous les enjeux qui en ressortent et tous les éléments un peu concrets qui pourraient permettre de bâtir une stratégie de dynamisation commerciale qui mènerait à des actions concrètes. Donc, sachant que des actions ont déjà été prises au fil de l'eau, donc voilà, on a aussi tenu compte de tout cet historique. Alors moi je me présente, je m'appelle Véronique Galvin, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans les études spécifiquement d'urbanisme commercial. J'ai travaillé en cabinet d'études, j'ai travaillé en foncière et depuis 6 ans à la Chambre de commerce de Nice. Et donc je ne suis pas niçoise, donc ne me collez pas trop sur les noms des rues. À partir du moment où il n'y a pas de commerce, je les connais beaucoup moins. Donc techniquement, cette étude a été réalisée en 3 phases. Le diagnostic de l'offre, de la demande du milieu urbain. On en déduit des enjeux, des préconisations, des pistes d'action. Voilà ce qui est une trame relativement classique d'étude. Donc je vais reprendre ces parties dans l'ordre. Pour commencer avec l'offre, on va commencer par une vision large et puis zoomer petit à petit sur la ville. Cette carte qui vient de la Fédération d'enseignes Procos vous donne une idée des grandes polarités commerciales à l'échelle de la Côte d'Azur, ou plus globalement de la conurbation qui va de Cannes jusqu'à Nice. La taille des camemberts vous donne une idée des chiffres d'affaires tels qu'ils étaient estimés à l'époque en 2021, non 2022.
et vous donne une idée des pôles commerciaux, alors à la fois de périphérie et de centre-ville, mais qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc pour Villefranche-sur-Mer, qui se situe vraiment à côté de Nice, les principaux pôles à proximité sont à la fois le centre-ville de Nice et sur un format centre commercial, Auchan-la Trinité, un petit peu plus haut, et Carrefour TNL, qui peuvent être donc des destinations pour aller chercher des enseignes du grand commerce. Ensuite, en zoomant un petit peu plus sur Villefranche, ses communes mitoyennes, on peut regarder où les Villefranchois, je ne me trompe pas, oui c'est bon, sont susceptibles d'aller faire leurs courses. Donc le principal pôle à proximité de Villefranche qui va avoir des locomotives et un appareil commercial relativement solide, c'est Beaulieu-sur-Mer, si on exclut Nice, avec notamment un Super U qui est assez performant. Ensuite, le centre-ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui fonctionne un petit peu plus de son côté, et des pôles plus de quartiers qui se trouvent en limite communale du côté du Pont-Saint-Jean pour Saint-Jean-Cap-Ferrat, du col de Villefranche côté Nice. Et on peut ajouter à ça donc 2 locomotives, donc c'est du jargon d'urbanisme commercial, donc 2 locomotives alimentaires de supermarchés qui sont susceptibles de drainer une clientèle pour les courses du quotidien, qui serait le Carrefour Market du Bonboron et l'Intermarché Express, qui est sur le territoire de Villefranche-sur-Mer, sur la route de la Moyenne Corniche, qui est posée donc de manière isolée. Donc voilà, passons à l'appareil commercial de Villefranche-sur-Mer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé tous les rez-de-chaussée. C'est la méthode un peu habituelle. Un rez-de-chaussée, une vitrine, un point. Donc pas uniquement des commerces, également des services et des activités qui sont ni services aux particuliers, ni commerce de détail, donc commerce de gros, des activités du BTP, la santé, vraiment tout ce qui peut avoir une vitrine est dans cette base. Les points rouges que vous voyez sur la carte sont des locaux qui ont été vus vacants au moment où on a fait ce recensement, donc au début des vacances de la Toussaint. On l'a fait avant que les commerces de la ville basse ferment pour la saison, en tout cas en partie. La première chose qu'on observe, c'est que sur le territoire communal, l'offre est quand même très très concentrée en centre-ville. On a assez peu d'offres diffuses. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que le taux de vacances, c'est-à-dire le nombre de locaux vides par rapport au nombre total de locaux, il est relativement bas, 4,6% par rapport à ce qu'on observe d'habitude dans le département, c'est faible. Et c'est plutôt ce qu'on observe dans des villes avec un profil assez touristique. Globalement, plus le tourisme est présent et plus la vacance baisse. Alors, pour analyser ces rez-de-chaussée, on est parti d'une nomenclature d'activités que CCI France applique, avec plusieurs degrés de finesse. Le premier, c'est de distinguer ce qui est donc commerce de détail, bar, restaurant, service, et ces fameuses autres activités qui ne sont ni des bars-restaurants, ni des services aux particuliers, ni des commerces de détail. On a une répartition à peu près en 4 quarts, avec une part des services peut-être un peu plus faible que ce qu'on voit d'habitude. Ce qu'on observe habituellement, c'est que les commerces sont entre un quart, un tiers de l'offre. On est bien dedans, donc pas forcément d'éléments anormaux à noter ici. Par contre, on observe déjà sur la carte que les activités sont réparties de manière assez inégale, et notamment la restauration est très très présente dans la ville basse. Ensuite, pour l'analyse des dynamiques du commerce, il y a plusieurs zooms à faire. Donc, sur l'offre commerciale, il y a 3 éléments qu'on va regarder. Il va y avoir le positionnement de ce qu'on appelle les locomotives et la part de certaines typologies d'offres dans ce camembert que vous voyez là, qui représente l'ensemble des commerces. Donc, vraiment offre commerciale. Alors les locomotives de la proximité, on appelle ça les piliers de la proximité, ce sont 4 types d'offres qui sont assez importants dans l'analyse du commerce parce qu'on va regarder où ils sont et on va regarder combien ils sont. En général, lorsqu'ils sont là tous les 4, on tient un pôle commercial assez solide où vont venir se greffer spontanément d'autres activités. Donc ces 4 activités sont l'alimentation générale, idéalement un supermarché, une supérette, une enseigne, ça peut être une alimentation générale aussi. On va avoir la boulangerie, la pharmacie et le tabac. Historiquement, on disait le tabac presse. C'est de plus en plus rare de trouver une presse en France. Donc on regarde le tabac.
parce qu'on considère que l'offre de tabac va drainer une clientèle entre guillemets captive, qui est susceptible d'aller consommer dans d'autres commerces. Donc tous ces piliers sont présents plusieurs fois sur le territoire communal. C'est intéressant d'aller regarder où ils se concentrent ensuite. Mais déjà le fait qu'ils soient là, c'est un bon élément. Ensuite, pour la répartition par type d'offre, on regarde la part de l'alimentaire. Il ne faut pas qu'elle soit trop faible, auquel cas c'est signe qu'il y a assez peu de commerces de proximité en général, ou en tout cas qui fonctionnent sur la proximité. Lorsqu'elle est trop importante, c'est qu'au contraire, on a une vocation d'ultra-proximité en général. Si on a plus de 50% de l'offre en alimentaire, c'est que voilà, la consommation est vraiment basée sur les achats du quotidien, et souvent ça va être une boulangerie ou une alimentation générale qui représente, enfin, qui force ce pourcentage. Donc voilà, là on a une offre alimentaire qui est présente dans des proportions très correctes. Et l'autre chose que l'on regarde, c'est la part d'achat plaisir. Donc, sur ces typologies d'offres commerciales, l'achat plaisir, c'est essentiellement équipement de la maison de la personne, la beauté et ce qu'on appelle bazar, occasion d'hiver. Donc, dans la nomenclature CCI France, cela représente les commerces de souvenirs, les galeries d'art, une grosse partie des galeries d'art, mais aussi les antiquaires. En général, quand on a une grosse partie de bazar occasion d'hiver, c'est qu'on a quand même une offre assez touristique. Donc la proportion d'équipement de la personne, d'équipement de la maison et de bazar occasion d'hiver, 16, plus 10, plus 20%, on a une proportion assez importante de l'offre commerciale, qui fait qu'on a un mix commercial qui est très diversifié pour cette typologie de ville, en fait, pour seulement 200 locaux. Voilà, donc tout ceci spatialisé, on se rend compte que les commerces de l'octroi sont quand même un petit peu plus basés sur une offre de proximité, donc pharmacie, tous les piliers sont là plusieurs fois. On va observer la place de la Paix également, où tous ces 4 offres de proximité sont présentes, mais pas un exemplaire, on ne va pas avoir les 4 en point de vente. Par contre, la boulangerie est présente sous forme de dépôt de pain et c'est le bar, je crois, le bar tabac. C'est ça, le tabac est dans le bar. Donc on va dire que c'est un pôle incomplet, mais où l'offre se maintient. Et enfin, dans la vieille ville, où on a tous ces points de toutes les couleurs, donc une offre très diversifiée, beaucoup d'achats plaisir, très clairement assez orientée tourisme quand même. Avec, en termes de piliers de proximité, pour le coup, une offre très incomplète. Uniquement un tabac et le casino qui, hors saison, va être fermé une partie du temps. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Il ne faut pas vous interrompre, mais je me permets juste de corriger, parce que je sais que c'est à la place de la Paix qu'il y a la boulangerie, la pharmacie, le bar tabac et la boucherie. Oui. Et c'est en vieille ville où il manque la pharmacie et la boucherie. Oui, excusez-moi, je n'ai pas précisé que j'étais passée à la vieille ville, c'est ça? Non, à la place de la Paix, ce n'est pas un dépôt de pain, c'est une vraie boulangerie. Ah, excusez-moi, oui. Oui, non, mais c'est pas grave. Tout est là. Effectivement, la boulangerie de la Paix, la pharmacie et le bar tabac qui va faire également l'alimentation générale. C'est ça, excusez-moi. Voilà. Pour faire un petit zoom sur les services et la restauration, qui sont 2 autres activités à ne pas sous-estimer, on a tendance historiquement, dans l'analyse des dynamiques commerciales, à penser que les services, ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on sort d'une période avec une grosse multiplication des banques, des agences d'intérim, des agences immobilières. Alors ce qui est toujours plus ou moins vrai pour l'immobilier, n'est plus forcément pour les banques qui ont tendance à partir. Et aujourd'hui, on a tendance à regarder avec un petit peu plus d'intérêt certaines locomotives de proximité pour l'offre de services, qui sont les distributeurs de billets, finalement plus que le guichet d'accueil en banque, et la poste, qui sont 2 services, lorsqu'on les perd, on risque de perdre une clientèle pour le reste des commerces. Or, ces 2-là ont failli vraiment partir récemment. La poste est restée dans une agence communale, et la banque est présente simplement sous forme de distributeur de billets, donc en permanence à l'octroi, de manière saisonnière sur le port, mais ça deviendra permanent. C'est ça? Reprenez-moi si je me trompe.
Et en termes de restauration, alors par rapport, c'est difficile de faire une moyenne parce que les pôles peuvent avoir beaucoup de profils différents. Mais globalement, une telle part de restauration traditionnelle, c'est plus fréquent aujourd'hui, c'est plus très fréquent. On a tendance à avoir, surtout en milieu urbain dense, beaucoup de restauration rapide. Et c'est une offre qui se développe aujourd'hui, qui est plus rentable, qui est plus facile. Voilà. On retrouve cette importance de la restauration traditionnelle essentiellement en bord de mer ou dans les zones très touristiques. Donc c'est exactement ce qu'on observe sur la carte, la restauration dans la ville basse et les services notamment à vitrine sur la corniche et autour de l'octroi, avec une grosse présence d'agences immobilières. Un tout petit point en plus sur les services que j'allais oublier, c'est qu'en général, dans ce camembert des services, on a à peu près à moitié-moitié tout ce qui est coiffeur beauté et les services en agence. On a quand même une proportion de services en agence qui prend nettement le pas sur les services liés à la beauté, qui est une particularité qu'on a observée sur le territoire du coup. Donc quelle dynamique du tissu marchand ? C'est compliqué de faire une analyse des dynamiques sans avoir un point de comparaison dans le temps. C'est vrai que c'était le premier recensement sur ce territoire. Ça peut arriver qu'on ait 5 ans avant, 10 ans avant, et ça nous permet de voir qui a fermé, qui a changé. Bon, après, on a échangé avec l'association de commerçants, on a échangé, on a quand même regardé sur le terrain, on a parlé un petit peu. Et ce qu'on observe corrobore un peu ce qu'on voit dans les chiffres. Globalement, on a une offre commerciale qui reste diversifiée malgré tout, avec une offre de bouche qui est encore là pour 200 locaux et pour un bassin de consommation qui est relativement finalement restreint. On verra ça dans la partie demande. Et on a cette offre shopping plaisir dans la ville basse qui est finalement rare pour cette taille de ville. Par contre, c'est un équilibre qui est fragile à l'échelle de 200 locaux, c'est-à-dire typiquement, il n'y a plus qu'une seule boucherie qui est place de la Paix. Je ne l'ai pas compté comme un pilier, mais c'est une offre qui vient compléter les piliers qui en général se met là lorsqu'il y a déjà une supérette, une pharmacie, etc. Et toute cette offre alimentaire de proximité, lorsqu'on l'a en un seul exemplaire, si le commerçant part à la retraite, ça peut être critique parce que ce sont des commerces qui sont compliqués à remplacer aujourd'hui. Pas forcément parce qu'il n'y a plus de place pour ces commerces-là, mais plus pour des raisons de vocation. En fait, il y a plus grand monde qui passe un CAP boucher aujourd'hui. Et c'est ceux qui sont diplômés et ont tendance à préférer aller travailler en supermarché, avoir les 35 heures, des congés, plutôt que se mettre à leur compte. Donc quand on n'a plus qu'un seul commerce de ce type-là, ou plus qu'un primeur, ou plus qu'un poissonnier... il faut faire attention à ne pas le laisser partir parce que chaque départ, effectivement, est extrêmement compliqué à remplacer une fois que c'est fait. Voilà, plus des petites évolutions dans le sens de la disparition des services qui font que voilà, il ne faut absolument pas perdre le point de retrait colis, tout ce qui est poste, et essayer de garder un maximum un distributeur de billets. J'avais gardé une page pour montrer l'impact assez visuel de la ville basse hors saison lorsque les commerces ont des horaires d'ouverture restreintes, bien qu'ils soient en grande partie encore ouverts. On ne peut pas non plus parler de ville déserte, mais il y a clairement une différence de dynamique entre l'été et la basse saison qui peut être problématique pour les résidents qui ne trouvent pas toute l'offre qu'ils veulent en ville basse et qui montent consommer sur la corniche. Ce qu'ils font déjà très probablement le reste de l'année, puisque c'est là qu'on trouve les pharmacies, etc. etc. Voilà. Est-ce qu'on prend les questions à la fin ? Je continue. Allez. Donc la demande, c'est simplement qui consomme, qui est susceptible de venir dans les commerces de Villefranche. Il n'y a pas que les habitants, il y a plusieurs profils. Donc effectivement, les résidents, on va avoir des actifs à condition qu'il y ait des employeurs suffisamment importants. Mais les actifs sont susceptibles d'aller consommer sur la pause déjeuner ou de passer au pressing ou de faire certaines courses en marge du travail. On a les flux de passage qui peuvent être très importants dans la mesure où on a plusieurs routes de corniche et évidemment le tourisme. Donc pour ce qui est de la clientèle résidente, à regarder la topographie de la rade qui est quand même très contrainte, plus une organisation urbaine un peu en conséquence. Tout ça dessine un bassin de consommation résident qui correspond à peu près aux limites de la ville. Donc on peut se dire que si le centre, en tout cas les commerces du centre de Villefranche avaient une zone de chalandise, l'essentiel serait à peu près les limites communales.
ce qui correspond à peu près 5000 habitants. C'est peu pour tous les commerces qu'on trouve, 5000 habitants. Donc il y a nécessairement une clientèle en plus. En termes, donc si on regarde ces résidents, c'est une population qui est globalement plus âgée que la moyenne. 44% des habitants qui sont seniors, donc au-dessus de 60 ans. C'est bien au-dessus de la moyenne des Alpes-Maritimes, qui elle-même est bien au-dessus de la moyenne française. Donc en contrepartie, un petit peu moins de jeunes. Ça, en général, ça va ensemble. Par contre, la taille moyenne des ménages, elle est plutôt correcte pour ce profil plutôt âgé. Ça peut arriver qu'on soit en dessous de 2 personnes par ménage lorsque le profil est très âgé. Donc là, on a à peu près la moyenne départementale. Sans trop de surprise, le profil socio-professionnel, donc des catégories socio-professionnelles de l'INSEE, correspond à peu près, c'est-à-dire qu'on va avoir une très grosse représentation des retraités, 42% de la population de plus de 15 ans, avec un taux de chômage plutôt faible, ça c'est un point qui est très positif, 10% de la population de plus de 15 ans versus 13% à l'échelle du département. Voilà. Et un profil assez, pour ceux qui sont actifs, assez orienté employé. Malgré ce profil employé, entre guillemets, les niveaux de revenus sont très bons, globalement, ce qui s'observe de manière générale à l'est de Nice jusqu'à Monaco et qui est en partie lié au fait qu'une bonne partie de la population travaille à Monaco et donc a de très bons niveaux de revenus. Ça, c'est un très bon point pour la clientèle potentielle. Ça veut dire qu'elle a de bons niveaux de revenus, enfin, qu'elle a surtout un bon pouvoir d'achat. Ça correspond à peu près à l'enquête sur les lieux de travail, alors qu'elle est un peu datée. C'est la dernière en date de l'INSEE, c'est 2018, donc 65% des actifs, des résidents villefranchois qui ont un emploi, ils ne travaillent pas sur le territoire communal. Si on le prend dans l'autre sens, ça veut dire qu'un tiers des villefranchois travaillent sur le territoire communal, et ça, c'est pas mal. Des communes périurbaines, vraiment très très périurbaines, on est plutôt à 20% ou en dessous. Voilà, donc les 2 principales villes, sans trop de surprise, qui attirent les actifs sont Nice et Monaco. Je vais passer assez vite sur les dépenses de consommation. C'est plutôt, on applique l'indice de disparité de consommation CCI France qui est un peu daté, donc faites attention aux valeurs absolues. Ça vous donne quand même des ordres de grandeur à la fois par quartier de la ville, qui sont les quartiers IRIS-INSEE. Ce sont des découpages, les seuls découpages infracommunaux dont on dispose avec ces données-là. Globalement, les dépenses de consommation sont assez proches de la moyenne départementale, avec une belle représentation de l'automoto et de l'alimentaire, en particulier pour le Montleuze, qui a de très bons niveaux de revenus. C'est bon? Donc, quels actifs sont susceptibles de venir consommer sur le territoire communal? Le profil actif n'est pas si net, parce qu'on n'a pas beaucoup de grosses entreprises, au sens employant plus de 50 personnes, parce que les hôtels sont de relativement petite taille, ce qui est très bien aussi en termes de fréquentation touristique. Simplement, les employés, les salariés, ne seront pas forcément très nombreux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se concentrent dans le centre-ville. Parce que la clientèle salariée est un petit peu plus difficile à capter qu'une clientèle de résidents. Elle est moins captive, elle est souvent en voiture, elle va souvent consommer le long de son trajet ou en rentrant chez elle. Voilà, elle est plus difficile à capter sur son lieu de travail. En ce qui concerne les flux, donc les 2 routes de Corniche, en particulier la basse et la moyenne, ont des flux automobiles qui sont très intéressants, qui sont à la fois pendulaires, c'est-à-dire domicile-travail, avec donc ces 2 polarités d'emploi que sont Nice et Monaco, et un profil touristique assez intéressant aussi, puisque c'est une clientèle à la fois de flux, mais qui est prête à s'arrêter s'il y a un beau point de vue, et à consommer s'il y a quelque chose à côté. Par contre, c'est une clientèle qui ne s'arrête que si elle peut stationner. Donc celle-ci va être très très regardante sur la capacité à s'arrêter. Ce qui pose aussi la question, pour capter une clientèle plus large, une clientèle de passage, puisqu'on a tous ces flux qui passent, il faut être capable de l'aider à s'arrêter facilement. Voilà. Les derniers comptages disponibles, qui sont un peu datés, nous disent 8 à 14 000 véhicules jour, ce qui est vraiment bien en termes de flux automobile, compte tenu de du dimensionnement de la voirie. Voilà, ça c'est un graphique qui est assez important selon moi. On le sait, 50% des logements à Villefranche sont des résidences secondaires,
Ça peut être intéressant d'un point de vue de la consommation parce que les personnes qui sont là dans les résidences secondaires, souvent elles ont un niveau de revenu assez intéressant quand on commence à pouvoir acheter un second logement. Et quand elles sont là, elles consomment. En général, elles consomment, elles font leurs courses, elles ne sont pas là 2 jours, elles peuvent être là la saison, elles peuvent être là 1 mois, elles peuvent être là quelques semaines pendant les vacances scolaires. Donc c'est une clientèle en plus. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas une clientèle qui est là à l'année. Ils ne sont pas des administrés non plus. Et c'est une clientèle qui a quand même beaucoup augmenté avec le temps au détriment de la population résidente. Et ça, c'est un sujet que vous avez déjà très bien en tête. Voilà, qui ne parle pas forcément du meublé touristique, hein, puisque ce sont les données de l'INSEE sur la déclaration des logements. Ensuite, nous sommes allés creuser le flux touristique pour essayer de dimensionner au maximum ce qui représente comme consommation potentielle en ville et où. Donc on a 2 points d'accueil touristique, un bureau d'information touristique sur la place de l'Octroi et un desk d'information touristique au niveau du terminal croisière qui peut accueillir tout visiteur susceptible de poser des questions au niveau de la ville basse. Au total, 27 000 personnes, dont 17 000 à peu près sur la ville basse. Donc le bureau d'information touristique de la ville basse est clairement plus sollicité, avec un profil très très international, c'est-à-dire 1% seulement de la clientèle est française. Venu me poser des questions en bas. Alors qu'en haut, 35% sont français. Non, 37% sont français, oui, pardon. Et 37% européens. Donc au niveau de l'octroi, les demandes d'information sont clairement franco-européennes, là où dans la ville basse, la demande est très Amérique du Nord, très très internationale, avec une grosse représentation de l'Amérique du Nord. Et une belle saisonnalité donc, qu'on voit et qui correspond à peu près à la fréquentation des bateaux de croisière. Même s'il n'y a pas que cette clientèle-là qui est susceptible de poser des questions. Voilà, sachant qu'on avait une belle augmentation en 2024 par rapport à 2023. On était déjà à plus de 30% de visites, alors qu'il nous manquait les données de décembre sur l'octroi. Ah, merci. Parfait. Voilà, donc tous les chiffres de fréquentation des croisières 2024, 79 jours d'escale, 84 bateaux, 1492 bus d'excursion et une belle augmentation, mais qui correspondait à un rattrapage aussi post-Covid. Donc c'est un flux de fréquentation qui est important, effectivement, et non négligeable pour l'activité des commerces de la ville basse. Voilà, donc passons à l'analyse urbaine. Alors si on la sépare de l'analyse de l'offre, l'analyse urbaine, c'est parce que c'est vraiment très important de resituer l'offre commerciale dans son contexte géographique. Les porteurs de projets, les commerçants qui s'installent ont tendance à dire il y a 3 choses importantes dans un projet, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc c'est vraiment cette science de l'emplacement qu'on retrouve là. Il y a 4 principaux éléments qui sont traditionnellement étudiés. Donc l'accessibilité, elle est voiture mais pas uniquement. Typiquement, on a aussi une accessibilité bateau dans la vieille ville de Villefranche. Avec le stationnement pour tout ce qui est accessibilité voiture. Donc est-ce qu'il est facile, où sont les parkings. Il y a la visibilité de la vitrine. Et qu'est-ce qui peut faire que les vitrines ne sont pas très visibles? Est-ce qu'on a des linéaires qui sont bien en vis-à-vis, etc. Et la lisibilité, et là on va parler de parcours marchand. C'est-à-dire les linéaires sont-ils bien continus? Y a-t-il des ruptures? Lorsqu'on ne connaît pas la ville, est-ce qu'on est logiquement orienté d'un pôle vers l'autre ou est-ce que c'est compliqué? En termes d'accessibilité et particulièrement de stationnement, si on regarde et qu'on additionne les places dans toutes ces poches de stationnement qui sont identifiées, on a quand même quelque chose comme 800 places, essentiellement payantes, plus tout ce qu'il y a en bord de route. Maintenant, ce qui est important pour la clientèle, c'est aussi est-ce que c'est facile à trouver? Est-ce que c'est logique? Et est-ce que c'est proche de là où on a besoin de consommer? Il se trouve que la clientèle de l'octroi est particulièrement motorisée et c'est elle qui a besoin de pouvoir stationner et que le stationnement soit assez intuitif. Parce qu'elle est motorisée justement et parce qu'elle peut aussi très bien aller jusqu'à Beaulieu. Donc elle n'est pas captive d'un pôle quelque part. Pour ce qui est des transports en commun, donc essentiellement la gare et le bus 15 qui s'arrête à l'octroi, qui sont les deux principaux accès, en tout cas les plus commodes, vers Nice depuis Nice et le long de la Corniche. En ce qui concerne donc la lisibilité de l'offre,
Je pense que tout le monde a bien en tête la topographie très contrainte de la rade qui fait qu'on ne s'oriente pas si facilement que ça. Il y a quelques ruptures, il y a la citadelle, le stade, le cimetière, bon, voilà, qui font que les pôles sont finalement séparés les uns des autres, le linéaire est discontinu. Et lorsqu'on est place de la Paix, si on ne connaît pas, mettons qu'on est visiteur, on ne connaît pas, on ne sait pas forcément où aller trouver l'octroi spontanément. Heureusement, il y a déjà une signalétique qui est mise en place à certains points stratégiques et qui aide à l'orientation. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très compliqué à inverser finalement. C'est vraiment une question de topographie, de relief, voilà. Donc juste, voilà, petit reportage photo qui confirme tout ça. Le port de la Darse, du coup, avec cette topographie, se retrouve un petit peu isolé du reste, à part pour les piétons qui peuvent contourner la citadelle par ce très beau sentier. Voilà. Donc en termes de parcours marchand, on peut dire que les trois pôles ont leur propre logique finalement. Le parcours touristique qui se concentre au bord de mer et dans la ville basse. La place de la Paix qui est un petit peu entre la corniche et le bord de mer, qui peut avoir cette double clientèle mais qui est quand même essentiellement un pôle de proximité aujourd'hui. Et la place de l'Octroi qui fait office aujourd'hui plutôt de pôle d'achat du quotidien, déjà bien identifié par sa clientèle. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour de ces trois éléments, si on les croise, on peut en déduire déjà de principaux enjeux. Donc on l'a vu, la demande, c'est à peu près 5000 habitants, si on se contente de penser à la population résidente. Très peu d'actifs finalement, enfin, les actifs ne sont pas forcément une bande de clientèle prioritaire, ça peut être un complément, mais voilà. Des flux de passage intéressants au niveau de la corniche, mais qu'il s'agit de capter. Et pour ça, il faut qu'ils puissent stationner facilement. Et une clientèle touristique qui est quand même très importante, qui constitue une belle manne de clientèle, qui concerne un peu tous les pôles quand on regarde la fréquentation des bureaux d'information, mais qui est très, très fortement concentrée quand même dans la ville basse. En face, qu'est-ce qu'on a comme offre? Donc à peu près 200 rez-de-chaussée avec un taux de vacances faible, donc une dynamique qui est correcte aujourd'hui, même si le profil d'offre a changé avec les années pour s'orienter plus vers le tourisme en ville basse et plus vers la proximité sur la corniche. On m'expliquait que la rue du Poilu a eu le coiffeur, a eu tous les commerces et services de proximité, voilà. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que la supérette et le tabac. Ensuite, d'un point de vue spatial, donc on a ces pôles qui ont une sorte de complémentarité qu'on observe aujourd'hui avec le bord de mer très orienté, achat plaisir, tourisme, assez saisonnier, et la place de l'octroi qui est plus orientée vers des achats du quotidien de proximité, ce qui n'empêche pas des porosités entre les deux. Mais c'est assez complémentaire voilà, aujourd'hui de ce qu'on observe. Voilà. Puis le tourisme qui est quand même quelque chose d'important parce que pour un bassin de consommation de 5000 habitants, avoir encore 2 boulangeries ou 3 boulangeries, 3 ou 4 pharmacies, c'est bien. Il y a encore une diversité commerciale qui dépasse la seule vocation des besoins de la population résidente. Voilà, donc cette offre commerciale qui est bien présente, une clientèle avec un bon niveau de revenu, une complémentarité de principe entre la ville haute et la ville basse, ce sont des points forts aujourd'hui pour la ville, en tout cas qu'on identifie. En contrepartie, le tourisme a de très beaux atouts pour la dynamique du commerce, mais elle entraîne aussi une dépendance à partir du moment où un pôle ne vit que de ça aujourd'hui. Notamment dans la ville basse, et c'est ce qui impacte de manière saisonnière l'animation de la rue du Poilu, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, les activités de proximité, et ça, ce n'est pas inhérent à Villefranche-sur-Mer, c'est national. Les activités de proximité sont fragilisées aujourd'hui parce que la consommation s'est déportée historiquement en périphérie pour ce qui était de tous les achats, enfin l'essentiel des gros achats du quotidien, qu'on va plutôt aller faire en grande surface. Et voilà, puis c'est une activité qui s'érode parce qu'il y a aussi une crise des vocations sur certaines activités. Donc attention à cette tendance qui de toute façon est là partout et à laquelle aucun territoire aujourd'hui n'échappe. Voilà, puis assez peu de communication entre ces trois pôles aujourd'hui, même si on sent des porosités. La topographie de la ville fait que
les communications, le parcours marchand, aujourd'hui, n'est pas vraiment unifié. Voilà, j'ai mis en dernière alerte, c'est vrai que le stationnement aujourd'hui est vécu comme une contrainte parce qu'il n'est pas forcément facile à trouver, bien que l'offre, quelque part, existe. Voilà, alors je suis désolée pour les enjeux, c'est toujours un peu rédigé. Hein. J'aurais pu essayer de vous faire un beau schéma. Mais grosso modo, voilà, ce qui ressort, c'est que Villefranche-sur-Mer, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on se trouve sur le littoral des Alpes-Maritimes, mais qu'on a un profil qui est assez village finalement, avec ce petit bassin de consommation. Et c'est assez atypique, parce que c'est vrai que le littoral de la Côte d'Azur, c'est 90% de la population sur 10% du territoire, donc avec beaucoup de densité. Et finalement, la topographie, la façon dont s'organise la ville, la fait fonctionner d'une façon assez différente. Mais en contrepartie, c'est ce qui explique ce bassin de consommation qui est très limité. En complément, cette clientèle touristique, elle est très intéressante. C'est elle qui permet, je pense, le maintien d'une partie des activités de proximité, notamment dans la ville basse. Elle est intéressante, mais il ne faut pas trop en dépendre non plus, pour ne pas tomber dans les travers aussi de surfréquentation ou de villes mortes en hiver, en fait, quelque part. Donc ce flux, il est essentiel au fonctionnement d'une partie des commerces. Attention à ses effets secondaires sur l'animation. Donc les enjeux qui ressortent, c'est de préserver au mieux l'offre de proximité. Je ne prends pas de risque particulier à le dire. Cet enjeu vaut pour la plupart des polarités commerciales de proximité en France. Après, on a un bel enjeu quelque part que toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir, de mettre en cohérence ces deux clientèles, tourisme, proximité, qui ont des besoins différents, pour en faire ressortir des synergies positives. C'est-à-dire maintenir du commerce de proximité dans la ville basse qui, dans les faits, ferait son chiffre d'affaires essentiellement avec les visiteurs. Je tiens à préciser que cette étude a été restituée en décembre et ne tient pas compte de l'actualité récente. Voilà. J'anticipe les questions. Voilà, ensuite, pour reprendre polarité par polarité les enjeux, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller regarder localement les dynamiques, enfin plus localement qu'à l'échelle de la ville. Et l'octroi, lui, est ce pôle de proximité quelque part qu'il faut essayer de préserver le plus possible, en clarifiant l'offre de stationnement autant qu'on peut, en prévenant le départ des commerces de proximité autant qu'on le peut aussi, en particulier tout ce qui est pilier, les fameuses supérettes, pharmacies, boulangeries, tabac-presse. Parce que lorsque l'un des quatre part, on sait d'expérience que ça peut fragiliser l'ensemble du tissu, faire baisser le chiffre d'affaires de plusieurs autres commerces à côté. L'enjeu serait aussi, même soyons ambitieux, d'aller attirer d'autres commerces de proximité qui ne sont pas encore là, ou d'artisans ou d'alimentaires spécialisés qui viendraient encore renforcer l'attractivité du pôle. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la vacance est un peu plus importante sur l'octroi, elle est à peu près à 10% des locaux. Donc là, on est plus dans une moyenne telle qu'on l'observe ailleurs. Ce qui veut dire qu'on a cette logique de proximité un peu plus classique qu'il faut bien surveiller. La place de la Paix est un pôle un petit peu plus petit et donc un petit peu plus fragile. C'est-à-dire que si l'offre de proximité s'érode, ça va vite porter préjudice aux autres commerces. Et pourtant, il est important parce que c'est ce pôle jalon sur le parcours marchand entre la ville basse et la ville haute. Mais sa vocation commerciale étant plus fragile, l'enjeu est plus de faire attention aux évolutions, de veiller à surtout pas perdre de commerce de proximité au sens large. J'en parle notamment en pensant aux bouchers. C'est aussi le pôle qui dispose de l'agence postale aujourd'hui, donc il a une locomotive supplémentaire par rapport aux autres, qui est intéressante à valoriser. Et enfin, la vieille ville a cet enjeu de cohabitation entre le tourisme, qui fait vivre essentiellement l'activité économique, et les résidents, qui restent quand même une clientèle de proximité. Globalement, de manière générale, dans les vieilles villes, on observe que la population est plus âgée, donc elle a plus de difficultés à se déplacer et elle a d'autant plus besoin d'une offre vraiment présente sur place. Malgré cela, si elle est trop faible en nombre pour faire vivre un commerce, la question est de tâcher de la maintenir dans des commerces qui, eux, seraient orientés tourisme, mais qui pourraient vivre toute l'année. Bon, c'est déjà le cas avec Casino Shop aujourd'hui. Donc c'est vraiment sur ce pôle-là qu'on peut essayer de jouer sur les deux clientèles pour que les synergies tirent vers le haut en fait, l'offre et répondent à tous les besoins. Voilà.
partant sur ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire comme préconisation ? Alors en introduction, il existe un certain nombre de politiques d'urbanisme commercial et donc depuis 15 ans, je les ai vues évoluer aussi. Depuis l'époque des FISAC où l'essentiel de l'action allait sur l'animation. Voilà. Il y a des choses qui ont changé. Ce qu'on observe de plus en plus, c'est que finalement, l'action sur la pierre, aller agir dans le dur sur les locaux commerciaux, c'est finalement quelque chose de très efficace aussi. L'autre constat que j'ai fait, c'est qu'il y a déjà eu un certain nombre d'actions mises en place. Donc finalement, je me suis retrouvée à présenter ces préconisations sous forme de voilà ce qui a déjà été fait et voilà ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Ce sont des suggestions. Il n'y a pas de politique idéale. C'est assez compliqué d'agir sur le commerce de manière générale. Donc ce sont plutôt des idées à creuser. Donc pas de souci pour répondre à vos questions à ce niveau-là. Je les ai classées par grandes catégories d'enjeux. Il n'y a que 2 pages, hein, ça va aller vite. On a des enjeux de cohabitation entre donc, la clientèle touristique et locale, avec effectivement la principale chose à faire lorsqu'on voit augmenter les locations saisonnières, c'est d'aller agir à l'origine pour limiter le phénomène, effectivement, qui fait partir la clientèle résidente. Et c'est ce que vous avez déjà mis en place, donc à ce niveau-là, voilà, rien à dire. La régulation des meublés touristiques est mise en place. Je sais que c'est compliqué, c'est quelque chose qui échappe un petit peu à la réglementation aujourd'hui, mais c'est un combat qui vaut le coup d'être mené parce que si on n'agit pas sur la clientèle, on aura du mal à agir sur l'offre. Ce qu'on pourrait faire, pour aller plus loin, c'est on peut jouer sur les services de proximité en lien avec les activités à destination des touristes. Notamment si vous voyez que l'offre de la ville basse, il y a des choses qui manquent et ça vous remonte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le casino shop fait l'essentiel, le tabac est là, mais voilà, pas de pharmacie. Ou alors faciliter les liens vers l'octroi pour que cette clientèle qui a du mal à faire ses courses de manière ultra locale puisse rejoindre plus facilement la corniche. Ensuite, on peut renforcer les animations de la ville basse pour la faire vivre hors saison. Ça fonctionne toujours très bien. Ça peut se faire en partenariat avec l'association de commerçants. Enfin, il y a toutes sortes d'actions qui peuvent être prises. Voilà, là, on est vraiment dans les actions un peu classiques pour dynamiser le commerce. On peut essayer de renforcer encore plus la lisibilité du parcours marchand entre l'octroi et la ville basse. Je crains que ce soit compliqué d'avoir la solution miracle parce que la topographie est vraiment contrainte aujourd'hui. Parce que c'est compliqué. La signalétique mise en place, quelque part, est déjà très bien parce qu'elle n'est pas trop complète, pas trop présente. Le risque avec une signalétique qui commence à dire vous trouverez tel commerce en haut, c'est qu'il faut la mettre à jour tout le temps. Et en général, elle n'est pas à jour, donc c'est vrai que le client, quand il se balade, il n'y fait pas trop confiance, en général. Donc c'est très bien déjà d'être capable, au point névralgique, de dire par là, il y a autre chose. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la préservation de l'offre de proximité, qui est le deuxième point un peu sensible, ce qui a déjà été mis en place, donc c'est cette logique d'acquisition de baux, de locaux qui effectivement est assez puissante dans ce qu'on observe en général pour agir sur le tissu marchand, à condition de cibler des locaux qui sont situés à des points névralgiques, qui sont stratégiques, de très beaux pignons, et à condition d'aller mettre derrière tout ce qu'il faut pour aller chercher un repreneur pour que le local ne reste pas vacant indéfiniment. Donc il y a la COSEDEV qui fait déjà des animations, qui est intéressant. Il y a ce projet métropolitain de création d'un parking sous le stade qui serait assez stratégique effectivement pour répondre à la problématique du stationnement qui est très sensible sur l'octroi. À défaut, pour l'instant, la COSEDEV met à disposition un voiturier, ce qui est une disposition qui est très intéressante, qui n'est pas fréquente, mais voilà, à court terme, qui peut déjà permettre de débloquer, en particulier pour ceux qui viennent manger au restaurant ou qui viennent prendre un temps plaisir. Je ne sais pas comment ça peut se développer sur un achat du quotidien. On a tendance à être plus contraint, plus stressé. Mais voilà, après, l'initiative vaut quand même le coup d'être notée. Pour aller plus loin, donc, ce qui est possible, c'est de systématiser la veille sur les mutations pour essayer d'anticiper les départs. Donc, c'est un petit peu l'action à l'origine.
savoir qu'un commerce de proximité va bouger alors que le commerçant annonce seulement qu'il va partir à la retraite, c'est se donner un petit délai pour commencer à réfléchir, chercher des repreneurs, décider si on souhaite acquérir ou pas le local. Voilà, déjà ça permet de se donner un temps d'avance sur la réflexion. Il y a possibilité d'appliquer le droit de préemption des baux commerciaux, après dans la mesure où, si vous faites l'acquisition directe du bail, voilà, parce que le droit de préemption, c'est assez contraint. Ça nécessite, vous avez des délais de mise en place, après il faut trouver un repreneur. Finalement, si en face, l'équipe en charge de trouver le repreneur n'est pas suffisamment... ça demande quand même une certaine compétence en droit, en juridique, pour être mise en place correctement et éviter de faire finalement de la vacance en plus ou de faire traîner une situation de cession. Il y a possibilité de développer une politique d'aide à la commercialisation des locaux disponibles, par exemple en mettant une bourse en ligne ou en communiquant sur les disponibilités, en accueillant les porteurs de projets et en leur disant il y a ce local, je vous mets en relation avec l'agence immobilière. C'est un petit peu un travail de manager de centre-ville, mais qui n'est pas forcément réservé à un manager de centre-ville. Ça peut être quelqu'un de l'équipe municipale. Et enfin, la maîtrise foncière de sites stratégiques. Ça peut être un outil puissant, mais encore une fois, voilà, à condition d'être capable de localiser l'emplacement celui qui vraiment fera la différence. Parce que depuis que j'ai commencé à travailler dans ce métier, j'ai vu beaucoup de projets urbains qui n'étaient pas forcément au cœur du parcours marchand, qui finalement ont eu du mal à fonctionner, y compris dans des gros centres-villes. Comme ce sont des politiques qui sont coûteuses, il faut vraiment les employer à bon escient. Voilà. On a réfléchi sur 2 fonciers donc, qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, les anciens établissements Eugène Durand et l'ancienne Poste, dont la ville est copropriétaire. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre s'il y avait une programmation en rez-de-chaussée? Donc ça, c'était vraiment les premières réflexions qu'on a pu avoir. Les établissements Eugène Durand ont un emplacement très intéressant en tout début de linéaire marchand, juste avant Casino, donc à côté d'une locomotive, et très visible depuis l'accès voiture, en fait. C'est une sorte de bâtiment signal qui est intéressant pour du rez-de-chaussée à ce niveau-là, à condition de pouvoir faire une programmation commerciale qui soit intéressante, ou en tout cas de faire des vitrines dont on puisse garantir l'animation derrière, quitte à ce que ce ne soit pas du commerce. Parce que sur ce linéaire de l'octroi, on a déjà un certain nombre de locaux qui sont vacants ou à attribuer ou qui ont été acquis, dont certains sont tellement bien situés que si on devait mettre un commerce de proximité en plus, on les mettrait plutôt là. Je pense en particulier à l'ancienne pharmacie, qui a le meilleur pignon, selon moi, de la place de l'octroi. Donc à voir en fonction de... C'est une question de prioriser les enjeux. Mais c'est vrai que pour une offre commerciale, l'idéal serait pouvoir continuer à renforcer ce cœur de place au détriment peut-être des extrémités. Maintenant, ça peut être très intéressant pour une activité de service de santé ou une activité commerciale qui ne voudrait pas le centre de la place. Voilà, c'est possible aussi. En ce qui concerne l'ancienne Poste, théoriquement, c'est un foncier qui est très intéressant parce que justement, il fait le lien entre la place de la Paix et l'octroi, qui est ce fameux parcours marchand qu'on a du mal à boucler. Maintenant, même en mettant un linéaire commercial animé à cet endroit-là, déjà on serait un petit peu en retrait de la route et on n'arriverait pas à avoir cette visibilité entre les pôles. Donc c'est vrai que le risque, c'est de ne pas avoir grand monde, ou alors que toute la surface de rez-de-chaussée soit prise par un supermarché, puisqu'il y a un petit parking en face, c'est très commode, et qu'on vienne déséquilibrer un peu les dynamiques commerciales au niveau de l'octroi, puisqu'on serait à côté mais pas entièrement dedans. Donc voilà, réfléchir avec précaution, ou alors pour des activités de BTP ou qui dépendent moins d'un emplacement dans un pôle commercial. Voilà. Je suis disponible pour les questions. Je voulais vous remercier déjà pour votre travail, parce qu'on reconnaît bien notre commune. Et donc, c'est que vous l'avez bien travaillé. Et après, je pense que les questions sont ouvertes pour ceux qui souhaitent en poser. C'est vraiment intéressant. Hein. Je veux juste aussi rappeler que c'est notre 3e diagnostic sur la commune, puisqu'on a fait un diagnostic social,
vous rappelez, qui a montré quand même des choses intéressantes, et notamment que nous avions 14% des habitants de Villefranche qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 929 € par mois. Je rappelle que ce pourcentage est habituel et que sur tout le territoire de la métropole, le pourcentage est plus élevé. C'est-à-dire que sur la métropole Nice-Côte d'Azur, où il y a un peu plus de 500 000 habitants, il y a quasiment 100 000 habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça nous a permis de mettre en place une épicerie sociale et solidaire qui se situe d'ailleurs juste à côté de l'agence postale communale et du CCAS. Et donc vraiment, c'est ce diagnostic social qui a été réalisé, il nous a permis d'avancer sur l'aide sociale. Je parle sous le contrôle de mon adjointe aux affaires sociales, Madame Baraja, qui est vraiment au cœur de ce dispositif. Ensuite, on a fait un diagnostic sur le logement, qui a été vraiment extrêmement précis. Vous en avez, Madame, rappelé quelques chiffres, et notamment entre 1990 et 2020, le fait qu'on est passé de 3200 résidences principales à 2200 résidences principales. Donc on a perdu à Villefranche 1000 résidences principales. Et dans le même temps, le fait qu'on est passé de 1600 résidences secondaires à 2600 résidences secondaires. Et donc les résidences secondaires ont pris le pas sur les résidences principales. Et dans ces résidences secondaires, au nombre de 2600, 600 Airbnb. Donc plus de 10% du parc du logement, 12% exactement, puisqu'on a 5000 logements en tout, 600 Airbnb, 12% qui sont captés par la résidence de courte durée, saisonnière, meublée, touristique. Et donc on a réglementé le Airbnb pour cette raison. C'est pour essayer de retrouver un équilibre au niveau du logement et donc de remettre des logements à la location longue durée pour retrouver des habitants en résidence principale. Et puis, on a décidé donc de faire ce diagnostic commercial qui me semble vraiment très important. Vous disiez que on vous a dit à Villefranche que dans la rue du Poilu, il y avait tous les commerces. Je vous le confirme. On avait la boucherie Raymondi, par exemple. On avait la boulangerie Thérault, une pharmacie, le tabac, la presse. Et donc, on sait bien que cette rue du Poilu en particulier, mais même toute la vieille ville, c'est l'endroit où il y a le plus de Airbnb. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas contre le Airbnb comme je ne suis pas pour les croisières. Je suis pour un équilibre. Et c'est cet équilibre qu'il faut absolument retrouver et que nous nous attachons à retrouver en faisant ce diagnostic commercial. On doit retrouver des petits commerces de façon raisonnée. On l'a fait de façon intuitive, cette protection du petit commerce. Quand vous parlez des banques qui sont parties, on a récupéré un DAB provisoire, un distributeur automatique de billets. On est en train de mettre en place un distributeur automatique de billets communal définitif dans l'arrêt de bus de l'octroi. On va transformer le distributeur automatique de billets saisonnier du parking Wilson en distributeur automatique de billets permanent. On a récupéré la Poste qui a fermé alors qu'elle était à l'îlot de la Poste pour faire une agence postale communale avec des employés de mairie. On rachète la pharmacie, on va faire une proposition pour la caisse d'épargne. Sur les établissements du rang, il est prévu 250 mètres carrés de commerce au rez-de-chaussée. Sur l'îlot de la Poste, nous aurons un projet pour la prochaine mandature qu'il faudra bien cibler, pas se tromper. Il y aura des logements sûrement, peut-être une médiathèque et sûrement un escalator pour mettre en lien la vieille ville et le quartier de l'octroi. Donc voilà, tout ça, toutes ces réflexions et ces idées intuitives qu'on avait et qu'on a travaillé au jour le jour en fonction de ce qui se passait dans la commune, je vous remercie, madame, de les avoir formalisées. Et ça a été vraiment très bien travaillé. Je suis très heureux de ce résultat qui, en plus, je dois le dire, ne nous a vraiment pas coûté cher. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Madame Baraja. Oui, je voudrais savoir si dans cette étude, on a tenu compte quand même qu'il y avait 2 jours de marché à Villefranche-sur-Mer, donc le mercredi et le samedi, où il y a quand même pas mal de commerces alimentaires.
Sur la place de l'octroi, hein, c'est ça? C'est ça. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans l'étude, C'est ça. mais oui, c'est un générateur de flux. Traditionnellement, on n'en tient pas forcément compte comme un pilier commercial parce que, alors, on est vraiment dans les méthodes d'étude d'urbanisme commercial. Le commerce non sédentaire est toujours mis un peu à part. Mais vous avez totalement raison, un marché peut être un vrai facteur d'animation pour un pôle. Et il vient complètement renforcer cette logique d'animation de proximité concentrée au niveau de la corniche et de l'octroi, oui. C'est une excellente remarque de Madame Baraja, dont je la remercie, parce que vous me faisiez la remarque de nouveaux commerces sédentaires, hein. Par exemple un fromager, Oui. ou par exemple un marchand de poissons, une poissonnerie. Mhm. Or, sur le marché, le mercredi et le samedi, Ils sont là. mais aussi sur le port en bas avec Jean-Paul Roux, mais aussi sur la place de la Paix le vendredi, on a nos pêcheurs qui nous vendent le poisson. Et sur le marché de l'octroi, le mercredi et le samedi, on nous vend du fromage aussi. Et donc finalement, en effet, c'est quelque chose dont il faut tenir compte parce que ce marché non sédentaire a un succès certain quand même, hein. Vous souhaitez qu'on l'ajoute? C'est possible, hein. Ça, D'ajouter quoi? dans l'étude, ça ne va pas changer les conclusions, mais ça vient renforcer la logique, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ok. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait, hein. Je vous réadresse toutes mes félicitations. Merci. Ah, ça permet de nous éclairer. Vous avez fait des préconisations qui sont très claires. Charlie, est-ce que tu reconnais la ville? Pas beaucoup. Dans la rue de Mai, il y avait quand même 8 commerces, hein, dans le long de la rue de Mai. Il y avait plus de commerces dans la rue de Mai que dans la rue du Poilu, de la place de la Paix. Tu parles de la boucherie Chevaline, tu parles de tout ça, hein. De Tout à fait. Baldella, de... Exactement. Ouais. Kléber, Mossi, Grigetti, Antonucci, tout ça. Il y avait 8 commerces dans la rue de Mai. Ce que, Là, voilà la rue que je ne connais pas. ce que nous dit Monsieur Rigucci, c'est que vous avez la rue du Poilu, vous avez la place de la Paix, et puis entre la rue du Poilu et la place de la Paix, vous avez des rues qui descendent, et notamment la rue de l'Église et la rue de Mai, et que dans ces rues intermédiaires, donc qui descendent ou qui montent, hein, vous aviez des commerces qui ont également fermé. Et même une cité marchande juste au-dessus de la place de la Paix où il y a le CCAS. Très bien. Ouais, il y a eu un parcours marchand donc, entre la place de la Paix et la vieille ville. Moi, j'ai une question un peu périphérique, mais liée à ça. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider à la résoudre, parce que c'est le vrai problème de Villefranche. On est obligé de comparer, nous, ici à Villefranche, ce qui se passe dans les communes proches, donc Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Beaulieu-sur-Mer a une chance inouïe par rapport à nous, c'est qu'en fait, elle est plate et que la zone commerciale et de chalandise se situe sur Marinoni, etc., et que c'est tout plat. Ce qui veut dire 3 choses. La première, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés, et les touristes. Pourquoi les touristes? Parce que les touristes voient une zone d'activité, ils continuent et ils marchent. Ça se passe comme ça traditionnellement, et ils continuent. La deuxième conséquence de tout ça, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'unir les commerçants, notamment sur une seule zone de chalandise, que sur 2 ou 3. Et la troisième conséquence, vous allez voir où est ma question, et la troisième conséquence, c'est qu'on peut raisonner en termes de stationnement, comme vous le disiez tout à l'heure, de façon cohérente par rapport à la zone de chalandise. Ma question, elle est simple et compliquée à la fois. Est-ce qu'on peut imaginer dans une ville comme la nôtre, et comment, des liaisons entre les commerçants? Alors on parle de zone de chalandise. On avait réfléchi à plusieurs il y a quelques années, et c'est peut-être d'actualité, que pour réunir les zones, c'est-à-dire pour inciter les gens à aller de la place de la Paix ou de la place Amélie-Polonais, monter vers la place de la Paix, monter vers l'octroi, tout ça suppose un certain
d'investissement en termes de marche, mais si ça peut être alimenté, agrémenté par un marché, vous parliez des marchés tout à l'heure, est-ce qu'un marché, est-ce que vous avez vu ça dans votre approche, il y a d'autres communes comme la nôtre qui sont toutes en montée, est-ce que le fait de lier les quartiers par une activité artisanale ou de commerce est une bonne idée ou pas? Oui, on en revient à cette question de parcours marchand, hein. Vous avez tout à fait raison. La topographie, c'est très compliqué d'aller contre. On ne va pas raser la commune pour la rendre plate. Voilà. Vous pensez à un marché non sédentaire? Oui, c'est toujours une bonne idée. En tout cas, l'animation est un bon... La signalétique, c'est la première chose à laquelle on pense. Maintenant, il y a un équilibre entre trop, pas assez de signalétique. Il peut y avoir... D'ailleurs, pour en revenir à la signalétique, je crois que c'est Nantes qui a fait une ligne par terre, une ligne jaune ou verte qui fait le tour de tout ce qui est intéressant dans la ville. Et les personnes qui visitent suivent la ligne. Elles font tout le parcours. Voilà. Donc ça peut être aussi une autre façon de connecter les pôles. Pour ce qui est d'un marché, c'est un peu comme mettre une locomotive pour faire venir. Le plus compliqué, c'est de créer le marché quelque part, parce que des commerçants non sédentaires, il y en a un nombre limité. Et en général, ils sont déjà engagés sur d'autres marchés, donc il faut trouver un créneau sur lequel ils ne seraient pas déjà engagés, où ils souhaiteraient venir. Et il faut que ce créneau corresponde aussi à la clientèle. C'est vrai que de plus en plus, la clientèle est active. Quoiqu'avec une clientèle très senior à Villefranche, ça pourrait être en semaine. C'est vrai que dans une grande ville avec beaucoup d'actifs, on essaye d'attirer le marché un samedi matin, mais tous les commerçants non sédentaires sont déjà pris le samedi matin en général. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en place. Il faut s'en donner les moyens, quoi, voilà. Bien, il n'y a pas d'autres questions? Sylvie, quelle est l'étape suivante? Bon, nous allons donc réfléchir à tout ça, hein. Maintenant, tout le conseil municipal a l'information. Les Villefranchois, pour certains, ont regardé cette restitution en direct, hein, et je vous remercie vraiment d'être venu jusqu'à nous. Nous allons voir quelle va être la suite à donner. En tout cas, cette politique d'acquisition que nous avons mise en place nous semble justifiée et va continuer. Cette volonté d'avoir le parking sous le stade me semble tout à fait pertinente pour la commune. C'est quelque chose qu'on attend depuis 30 ans et nous allons le mettre en place. Et finalement, très probablement que c'est à partir de ce parking sous le stade que cette zone dont parle André Bézina, centrale, commerciale, comme à Beaulieu, pourra se réaliser. Et puis nous allons travailler sur la vieille ville. Charlie parle de la rue de Mai, la rue du Poilu, pour retrouver un socle complet de petits commerces, hein, puisque s'il y a encore un socle complet à l'octroi et sur la place de la Paix, il n'y a plus ce socle complet nécessaire absolument au commerce de proximité dans la vieille ville. Il va falloir le remettre en place, c'est ce que nous allons faire. Et puis, je vous remercie toutes et tous, je vous remercie d'être venus et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.